Je me souviens de ce moment comme si c'était hier, du moment où j'ai ouvert la bouche et où rien n'est sorti. C'était le vide total, comme si mon cerveau avait décidé de partir en vacances sans me prévenir. Dis-moi, mon ami, dans quel pays tu regardes cette vidéo en ce moment? Écris-le dans les commentaires. Par exemple, je regarde depuis le Mexique ou je suis au Canada. Je veux vraiment savoir d'où vient ma communauté, alors s'il te plaît, prends une seconde et écris-le maintenant. Bon, maintenant je peux te raconter mon histoire. Je pourrais te dire mon nom, mais au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui m'est arrivé un jour ordinaire, dans une situation ordinaire. Parce que c'est exactement là que tout a explosé, pas dans un examen, pas devant un professeur, mais dans une vraie conversation, avec une vraie personne, dans un vrai café. J'ai grandi en Argentine. J'ai passé mon enfance à regarder des dessins animés en espagnol, à parler avec ma famille en espagnol, à rêver en espagnol. Quant au français, c'était une langue que j'entendais dans des films, dans des chansons, dans des publicités pour des parfums très chers. Une langue belle, mystérieuse, un peu froide aussi, je trouvais. Mais jamais vraiment réelle pour moi. Quand j'avais 19 ans, j'ai décidé d'apprendre le français. Ce n'était pas parce que j'en avais besoin pour mon travail ou mes études, mais simplement parce que je le voulais. Parce que j'avais cette idée romantique dans la tête que parler une nouvelle langue, c'était comme ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde. Comme avoir accès à une version différente de la réalité. J'ai commencé avec des applications sur mon téléphone. Tu sais, ces petits exercices où tu connectes des mots avec des images, où tu répètes des phrases simples, où tu gagnes des points et des trophées virtuels. C'était amusant et facile, et je me sentais intelligente. Je progressais vite, ou du moins c'est ce que me disait l'application. Après quelques mois, j'ai commencé à suivre des cours en ligne. Un professeur patient, des exercices bien structurés, des dialogues soigneusement préparés. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. Des conversations parfaites, lisses, sans surprise, avec des phrases que je connaissais par cœur parce que je les avais répétées 100 fois. J'écoutais des podcasts pour apprenants. J'utilisais des flashcards. Je regardais des séries françaises avec les sous-titres en français. Je lisais de petits textes adaptés à mon niveau. Chaque jour, je faisais au moins 30 minutes de français. Parfois 1 heure. Je notais du vocabulaire dans un carnet. J'apprenais des règles de grammaire. J'analysais les conjugaisons des verbes irréguliers. Au bout d'1 an et demi, je pensais vraiment que j'étais prête. Mon niveau se situait quelque part autour du B1, peut-être un peu plus. Je comprenais bien quand les gens parlaient lentement et clairement. Je pouvais écrire des textes corrects. Je pouvais suivre des conversations simples à la télévision. Je me sentais confiante. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Je pourrais te donner son nom, mais non, je ne vais pas le faire. Appelons-la simplement mon amie française. Elle était venue en Argentine pour voyager, pour explorer l'Amérique du Sud. Quelqu'un dans mon groupe d'amis l'avait rencontrée et nous avions organisé une petite sortie ensemble. Un café, un après-midi tranquille, rien de compliqué.
Quand on me l'a présenté, j'ai souri et j'ai dit, très naturellement, très spontanément, « Oh, tu es française ? Je parle un peu français. » Ses yeux se sont illuminés. Elle a répondu en français, immédiatement, avec un grand sourire. Une phrase entière, fluide, naturelle, avec l'accent que j'avais entendu des milliers de fois dans des films mais jamais aussi près, jamais aussi directement adressé à moi. Et là, mon ami, à cet instant précis, tout s'est effondré. Je l'ai regardée. J'ai compris vaguement ce qu'elle disait, mais quand est venu le moment de répondre, rien n'est sorti. Il y a eu un silence terrible, lourd, embarrassant. Mon cerveau tournait à toute vitesse mais ne produisait rien d'utile. Comme un moteur qui s'emballe mais ne fait pas avancer la voiture. Elle avait dit quelque chose comme « Ah super. Depuis combien de temps tu apprends ?» C'était une question simple, une question à laquelle j'avais répondu des centaines de fois dans mes exercices. Mais là, dans ce café, avec cette vraie personne qui me regardait avec un vrai intérêt, ma bouche ne voulait pas s'ouvrir. J'ai finalement dit, dans un français horrible, presque incompréhensible, j'apprends depuis, 1 an et demi. Elle a hoché la tête avec bienveillance. Elle a dit autre chose. Je n'ai pas compris la moitié. Son accent était différent de celui de mes podcasts. Elle parlait vite. Elle utilisait des expressions que je n'avais jamais entendues. Elle faisait des petits bruits entre les phrases, des bas, des bains, des enfin, qui n'apparaissent jamais dans les dialogues des cours de langue. La conversation a duré peut-être 10 minutes. 10 minutes qui m'ont semblé durer 10 heures. 10 minutes de souffrance pure. Je cherchais mes mots en permanence. Je traduisais tout dans ma tête depuis l'espagnol, ce qui prenait trop de temps. Je me trompais sur des choses basiques. Je disais je suis chaud au lieu de j'ai chaud. Je mélangeais savoir et connaître. Je ne trouvais pas les mots les plus simples au moment où j'en avais besoin. Et puis il y avait la honte, mon ami, cette honte que je savais pas du tout nommer à l'époque mais que je connais très bien maintenant. Cette sensation physique dans la poitrine, ce rouge qui monte aux joues, cette envie de disparaître sous la table. J'avais l'impression d'avoir menti. D'avoir prétendu quelque chose que je n'étais pas. D'avoir dit je parle français alors que manifestement, là, dans ce café, je ne parlais pas français du tout. Mes amis autour de moi ont commencé à parler en espagnol avec elle, et elle répondait en espagnol aussi, parce qu'elle parlait un peu la langue. Et moi j'étais assise là, silencieuse, avec ma tasse de café, à me demander ce qui s'était passé. Ce soir-là, une fois rentrée chez moi, j'ai passé du temps à réfléchir, non pas à réviser du vocabulaire ni à faire des exercices, mais simplement à réfléchir. À comprendre pourquoi une conversation de 10 minutes avait tout détruit. Pourquoi 1 an et demi de travail n'avait pas suffi pour tenir une conversation basique. Et la réponse a commencé à se dessiner dans ma tête, lentement, comme une image qui sort du brouillard. J'avais appris le français dans un espace protégé, sans surprise, sans pression, sans conséquences réelles. Dans les applications et les cours en ligne, si je me trompais, personne ne me regardait avec des yeux interrogateurs. Si je ne trouvais pas un mot, j'avais tout le temps qu'il me fallait pour chercher. Si une question était difficile, je pouvais recommencer. Tout était contrôlé,
sécurisée, prévisible. La vraie conversation, elle, est imprévisible. Elle va dans des directions que tu n'as pas préparées. Elle utilise des mots que tu n'as pas encore appris. Elle a un rythme que tu ne contrôles pas. Elle demande de la réactivité, de la spontanéité, quelque chose que les exercices répétitifs ne t'apprennent pas vraiment. J'avais construit quelque chose qui ressemblait à de la compétence linguistique, mais qui en réalité était quelque chose de différent. Une connaissance froide, livresque, statique. C'était de la connaissance sur le français plutôt que du français lui-même. Tu vois la différence, mon ami? Savoir des règles de grammaire, ce n'est pas pareil que parler. Reconnaître du vocabulaire dans un exercice, ce n'est pas pareil que trouver ce vocabulaire en temps réel pendant une conversation. Comprendre une phrase quand tu as le temps de l'analyser, ce n'est pas pareil que comprendre quand quelqu'un te parle à vitesse normale avec son accent particulier et ses expressions propres. J'avais confondu la carte avec le territoire, comme dirait quelqu'un de très sage. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles, et j'avais vraiment envie d'abandonner. Je me disais que peut-être le français n'était pas pour moi. Que certaines personnes ont le don des langues et d'autres non. Que j'avais perdu mon temps. Que je n'aurais jamais dû dire à cette fille que je parlais français, parce que manifestement c'était faux. La honte continuait à me suivre. Je repensais à ce moment dans le café et je me crispais. Je voyais son visage patient, ses yeux qui attendaient, et je me sentais petite, incompétente, ridicule. Mais après quelques semaines, quelque chose a changé dans ma tête. Pas d'un coup, mais progressivement. Comme la lumière qui revient après une longue nuit. J'ai commencé à me poser des questions différentes. Pas pourquoi ai-je échoué, mais qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Et aussi, est-ce que c'était vraiment un échec? Parce que, tu sais, mon ami, quand j'y repense vraiment, que s'était-il passé concrètement? J'avais eu une conversation difficile. J'avais fait des erreurs. J'avais eu du mal à m'exprimer. Mais j'avais quand même communiqué quelque chose. Elle m'avait compris. J'avais compris une partie de ce qu'elle disait. La communication n'avait pas été nulle, elle avait été imparfaite. Et l'imperfection, c'est normal. C'est même le seul chemin possible. J'ai recommencé à apprendre, mais différemment. J'ai arrêté de chercher la perfection dans les exercices contrôlés pour commencer à chercher des situations réelles, même inconfortables, même imparfaites. J'ai trouvé des groupes en ligne où les gens pratiquent des langues entre eux. J'ai commencé à écrire à des inconnus en français, à travers des applications d'échange linguistique. J'ai recommencé à regarder des séries françaises, mais cette fois sans sous-titres, même si je ne comprenais pas tout. Et surtout, j'ai changé ma façon de penser à l'erreur. Avant, chaque erreur était une humiliation. C'était une preuve, à mes yeux, que je n'étais pas assez bonne. Après, j'ai commencé à voir chaque erreur comme une information. Une indication de quelque chose que je n'avais pas encore bien intégré. Quelque chose à travailler, pas quelque chose à cacher. Il y a une chose que j'ai découverte et qui a tout changé pour moi. La honte de parler une langue étrangère imparfaitement vient souvent d'une image fausse de ce que veut dire parler une langue.
Beaucoup d'apprenants, et moi la première, on imagine que parler, ça veut dire parler parfaitement. Comme un natif. Sans accent, sans hésitation, sans erreur. Et évidemment, comparé à cet idéal impossible, on se sent toujours insuffisant. Mais regarde les choses autrement. Quand tu parles ta propre langue, est-ce que tu parles parfaitement? Est-ce que tu ne fais jamais d'erreur? Est-ce que tu ne cherches jamais tes mots? Est-ce que tout le monde comprend toujours tout ce que tu dis? Bien sûr que non. La communication parfaite n'existe pas même dans ta langue maternelle. Alors pourquoi l'exiger dans une langue étrangère? Cette réflexion a été vraiment libératrice pour moi. J'ai aussi compris quelque chose d'important sur la façon dont le cerveau fonctionne quand on apprend une langue. Quand tu étudies dans un environnement calme, sans pression, tu accèdes facilement à ce que tu as mémorisé. Mais quand tu es dans une vraie situation sociale, quelque chose se passe dans ton cerveau. Le stress, même léger, change ta façon d'accéder à ta mémoire. Les informations que tu connaissais parfaitement 10 minutes avant semblent disparaître. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la biologie. Le cerveau sous stress priorise certaines fonctions et en supprime d'autres. Et malheureusement, la récupération fine du vocabulaire dans une langue étrangère est l'une de ces fonctions qui souffrent sous la pression. C'est pour ça que les gens qui parlent bien une langue dans leur chambre semblent perdre toute leur capacité dans une situation réelle. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un mécanisme bien documenté. La solution, c'est l'exposition progressive. Ne pas sauter directement dans le grand bain, mais y aller lentement, en augmentant graduellement le niveau de pression et d'imprévision. Commencer par des conversations courtes, simples, sur des sujets connus. Puis progressivement aller vers des situations plus complexes, plus imprévisibles. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, apprendre à être à l'aise avec l'inconfort. Parce que l'inconfort ne disparaît jamais complètement quand on parle une langue étrangère. On peut juste apprendre à le gérer. À continuer malgré lui. À ne pas le laisser nous paralyser. J'ai passé les mois suivants à m'exposer délibérément à des situations difficiles. Pas pour me punir. Pas pour prouver quelque chose. Mais pour entraîner cette partie de moi qui bloquait sous la pression. Je me suis mise à écouter des conversations en français dont le contenu était difficile à comprendre. Je ne le faisais pas pour tout comprendre, mais pour m'habituer au flux de la langue, à son rythme, à sa musique. Pour que mon oreille s'habitue à extraire du sens même dans le bruit. J'ai commencé à parler à voix haute, seule, chez moi, en français. Je ne le faisais pas en répétant des phrases apprises, mais en improvisant. En essayant de raconter ma journée en français, de décrire ce que je voyais par la fenêtre, de formuler des pensées spontanées. C'était maladroit, parfois ridicule, mais c'était vivant. J'ai trouvé un partenaire d'échange linguistique, quelqu'un qui apprenait l'espagnol et qui était prêt à pratiquer le français avec moi. On se retrouvait une fois par semaine en vidéo. Les premières sessions étaient terribles. Je cherchais mes mots, je faisais des pauses interminables, je mélangeais les langues. Mais semaine après semaine, quelque chose commençait à changer. Et puis, environ 6 mois après l'incident du café, j'ai eu une autre conversation en français.
c'était dans une situation similaire. Un groupe d'amis, un autre visiteur francophone, une conversation à l'improviste. Et cette fois, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ce n'est pas que j'étais parfaite, car j'hésitais encore. Je faisais encore des erreurs. Mais je continuais. Je ne m'arrêtais pas de parler. Je ne restais pas figée. Je trouvais des façons de contourner les mots que je ne connaissais pas. Je demandais quand je ne comprenais pas. Je souriais de mes propres erreurs au lieu de mourir de honte. La conversation a duré peut-être 20 minutes. Et à la fin, l'autre personne m'a dit, en espagnol parce qu'elle parlait aussi un peu espagnol, que mon français était vraiment bien. Pas parfait, mais vraiment bien pour quelqu'un qui apprend. Et surtout, elle a dit que j'étais courageuse de continuer à parler malgré les difficultés. Le mot courageuse a résonné en moi. Parce que c'est ça, au fond, apprendre une langue. Ce n'est pas seulement un travail intellectuel. C'est aussi un travail émotionnel. Un travail de courage. Un travail de vulnérabilité. Se mettre dans une position d'infériorité temporaire, accepter de ne pas être à son niveau habituel, accepter le regard des autres pendant qu'on tâtonne, qu'on cherche, qu'on trébuche. En espagnol, dans ma vie normale, je suis quelqu'un d'articulé. Je m'exprime bien. Je fais des blagues. Je défends mes idées. Je peux parler pendant des heures de sujets complexes. En français, pendant longtemps, j'étais redevenue une enfant. Une enfant qui cherche ses mots, qui fait des fautes de grammaire basique, qui comprend en moitié. Et accepter ça, vraiment l'accepter et pas seulement le tolérer du bout des lèvres, c'est quelque chose de difficile. Dans une langue étrangère, la honte de ne pas être à la hauteur est liée à quelque chose de profond en nous. À notre identité. Parce que la façon dont on parle, c'est une partie importante de qui on est. Quand on est réduit à des phrases simples, à un vocabulaire limité, on a l'impression d'être perçu comme moins intelligent, moins sophistiqué, moins intéressant. Et cette impression, même si elle est souvent fausse, fait mal. J'ai parlé de ça avec mon partenaire d'échange linguistique. Il apprenait l'espagnol et il ressentait exactement la même chose. Il me disait qu'en français, il était ingénieur, qu'il pouvait expliquer des choses complexes, débattre de politique, raconter des histoires drôles. En espagnol, il était maladroit, basique. Il avait l'impression que les gens le percevaient comme moins intéressant, et ça le mettait mal à l'aise. Alors on a créé une règle dans nos sessions. Une règle simple mais puissante, la règle de la bienveillance anticipée. Au début de chaque session, on se disait l'un à l'autre, aujourd'hui, tu vas faire des erreurs, et moi aussi j'en ferai. C'est prévu, c'est normal, et on s'en fiche. C'est tout. Juste nommer la chose avant qu'elle arrive. Désarmer la honte avant qu'elle ait le temps de s'installer. Et ça marchait. Pas parfaitement, mais vraiment bien. On riait de nos erreurs. On se les signalait gentiment. On cherchait ensemble les mots qu'on ne trouvait pas. On transformait l'inconfort en quelque chose de partagé, de collaboratif, presque de joyeux.
Je veux aussi parler d'une autre chose dont on ne parle pas assez quand on parle d'apprentissage des langues. La question de l'accent. Mon accent français est argentin. Il a toujours été et il le sera probablement toujours, au moins partiellement. J'ai longtemps eu honte de mon accent. Je pensais qu'il me trahissait, qu'il me signalait immédiatement comme étrangère, comme quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue. Je travaillais sur mon accent de façon obsessionnelle. J'essayais d'imiter les sons français avec une précision extrême, je me critiquais quand je n'y arrivais pas. Et puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Tous les francophones dans le monde ne parlent pas avec le même accent. Les Québécois ont un accent. Les Belges ont un accent. Les Suisses ont un accent. Les Africains francophones ont des accents différents. Et tous ces accents sont du français. Tous ces accents sont valides. Tous ces accents font partie de la richesse de cette langue. Mon accent argentin ne m'empêche pas de communiquer. Il fait partie de moi. Il dit d'où je viens. Il dit qui je suis. Pourquoi devrais-je en avoir honte? Cette pensée a libéré quelque chose en moi. Ce n'est pas que je ne travaille plus ma prononciation. Je la travaille encore, parce que je veux être comprise facilement, mais je ne poursuis plus l'objectif irréaliste et inutile de ne pas avoir d'accent. Mon accent, c'est ma signature. Il y a quelques mois, j'ai eu une longue conversation avec quelqu'un qui m'a posé beaucoup de questions sur l'Argentine. Sur la culture, la nourriture, la musique, la politique. Et j'ai réalisé que grâce à mon accent, grâce à mon identité d'étrangère visible, cette conversation existait. Si j'avais parlé comme une Parisienne native, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce dialogue-là. Mon accent était une ouverture, pas une fermeture. Je pense souvent à ce moment dans le café maintenant. Je le vois différemment. Ce moment de honte totale, de blanc absolu, de paralysie linguistique, ce moment était nécessaire. Il m'a appris quelque chose qu'aucun cours, aucune application, aucun exercice n'aurait pu m'enseigner. Il m'a appris qu'apprendre une langue, ce n'est pas accumuler de la connaissance. C'est transformer cette connaissance en compétence. Et cette transformation se fait dans l'inconfort, dans la pratique réelle, dans l'expérience directe. Pas dans la sécurité d'un exercice contrôlé. Il m'a appris que la honte est une information, pas une vérité. Elle dit je suis vulnérable maintenant, pas je suis incompétente. Elle dit c'est difficile, pas c'est impossible. Il m'a appris que la différence entre quelqu'un qui parle bien une langue et quelqu'un qui ne la parle pas bien, ce n'est souvent pas une question de talent ou d'intelligence. C'est une question d'exposition au monde réel, d'expériences accumulées, de moments inconfortables traversés et non pas évités. Je veux parler maintenant de quelque chose d'autre que j'ai découvert, quelque chose de pratique qui m'a vraiment aidé pendant les conversations difficiles. Une technique que j'appelle la roue de secours. Quand tu trouves pas un mot en français, au lieu de te bloquer, de te taire ou de changer de sujet, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux décrire le mot que tu cherches avec d'autres mots. Tu peux dire c'est une chose qui sert à. Ou c'est quand on fait, pour. Tu peux utiliser un mot plus général et espérer que l'autre personne comprenne. Tu peux simplement dire comment dit-on.
Et formuler le concept en espagnol ou dans ta langue maternelle pour que l'autre personne t'aide. Ces stratégies de communication, ces façons de contourner les obstacles sont tout aussi importantes que le vocabulaire lui-même. Un locuteur très compétent avec un petit vocabulaire peut souvent mieux communiquer qu'un locuteur avec un grand vocabulaire mais sans ces stratégies, parce qu'il ne se bloque jamais complètement. J'ai aussi appris à faire la différence entre deux types de moments difficiles dans une conversation. Il y a les moments où je ne comprends pas parce que le vocabulaire est trop difficile ou le sujet trop complexe. Et il y a les moments où je ne comprends pas parce que l'autre personne parle trop vite ou avec un accent inhabituel pour moi. Dans le premier cas, j'essaie de demander une explication, d'apprendre quelque chose de nouveau. Dans le second cas, je demande simplement à la personne de répéter plus lentement, et presque toujours elle est contente de le faire. Les gens sont généralement patients avec les apprenants. C'est moi qui me mettais une pression irréaliste pour tout comprendre du premier coup sans jamais demander de répéter. Demander de répéter, c'est quelque chose que même les natifs font tout le temps. Pourquoi devrais-je m'en priver par peur de paraître incompétente? J'ai aussi découvert l'importance de l'état physique dans les conversations en langue étrangère. Quand je suis reposée, calme, dans un bon état d'esprit, mes capacités linguistiques sont bien meilleures que quand je suis fatiguée, stressée ou anxieuse. Ça semble évident dit comme ça, mais j'ai mis du temps à le réaliser et à en tenir compte. Maintenant, avant une situation où je vais devoir parler français, j'essaie de prendre soin de moi. De dormir suffisamment la nuit d'avant. De ne pas arriver dans la situation avec d'autres soucis qui occupent mon esprit. De respirer profondément avant de commencer à parler. Ces petites choses font une vraie différence. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, mon ami, si toi aussi, tu apprends une langue et que tu as déjà vécu ce moment de blanc total, de honte, de paralysie. Ce moment terrible où tu réalises que les mots ne viennent pas même si tu sais qu'ils sont quelque part dans ta tête. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas incompétent. Tu n'as pas échoué. Tu es en train de traverser quelque chose que tout le monde traverse, absolument toute personne qui apprend une langue sérieusement. Il n'existe pas de personne qui soit passée directement des cours à une conversation parfaite sans jamais buter, sans jamais chercher ses mots, sans jamais se sentir petite et inadéquate. Le blanc total dans une conversation, c'est comme la chute de vélo quand on apprend à rouler. C'est douloureux, c'est humiliant, et c'est absolument nécessaire. Parce que chaque chute te montre quelque chose que tu dois encore apprendre. Et chaque chute est suivie, si tu remontes sur le vélo, d'un moment où tu pédales un peu mieux qu'avant. Je veux parler aussi de quelque chose qui m'a frappé récemment. Je regardais une interview avec un polyglotte très connu, quelqu'un qui parle plus de 10 langues. Et il disait quelque chose de surprenant. Il disait que même pour lui, même après des années et des années de pratique, il y avait encore des moments d'inconfort dans certaines langues. Des moments où les mots ne venaient pas aussi vite qu'il le voulait. Des moments où il ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait. Et pourtant, cet homme communiquait dans 10 langues, vraiment 10. Sa définition du succès n'était pas ne jamais faire d'erreur et tout comprendre. Sa définition du succès était pouvoir communiquer, malgré les imperfections, les lacunes et l'inconfort. C'est cette définition que j'ai adoptée, et ça a tout changé. Maintenant, quand je parle français, je ne vise plus la perfection. Je vise la communication.
Est-ce que l'autre personne comprend ce que je veux dire? Est-ce que je comprends l'essentiel de ce qu'elle dit? Est-ce que nous échangeons quelque chose de réel, même imparfaitement? Si oui, alors c'est un succès. Mes erreurs de grammaire ne sont plus des catastrophes. Ce sont des notes en marge de ma conversation, des choses à travailler plus tard, mais pas des obstacles à la communication présente. Mon vocabulaire limité n'est plus une prison. C'est juste le vocabulaire que j'ai pour l'instant, et je l'utilise au maximum de ses possibilités en attendant d'en acquérir plus. Mon accent argentin n'est plus une trahison. C'est une partie de mon identité que je porte avec moi dans chaque langue que j'apprends. Je pense à la jeune femme de 19 ans qui s'est lancée dans l'aventure du français avec des rêves romantiques et des applications colorées sur son téléphone. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas que la vraie difficulté ne serait pas les règles de grammaire ou le vocabulaire. Elle ne savait pas que la vraie difficulté serait psychologique, émotionnelle, identitaire. Elle ne savait pas non plus qu'elle serait capable de la traverser. Parce que la vérité, mon ami, c'est que je suis maintenant de l'autre côté. Pas de l'autre côté parfait, idéal, sans problème. Mais je suis de l'autre côté du blanc total, de la honte paralysante et de l'envie d'abandonner. Et de là où je suis maintenant, je peux te dire que ça vaut la peine de continuer. Il y a des conversations que j'ai eues en français, ces derniers mois, que je n'oublierai jamais. Des conversations vraies, profondes parfois, drôles parfois, surprenantes. Des conversations qui ne m'auraient jamais été accessibles si je m'étais arrêtée après ce moment de honte dans ce café. L'une de ces conversations était avec une vieille femme que j'ai rencontrée dans un contexte assez bizarre. Elle avait environ 70 ans, elle était française et elle s'était perdue dans la ville où je vivais. Elle m'avait demandé de l'aide en espagnol, mais son espagnol était très approximatif. Et alors j'avais dit, prudemment cette fois, humblement cette fois, je peux essayer en français, si vous voulez. Et on avait parlé pendant une vingtaine de minutes. Elle m'avait raconté qu'elle voyageait seule depuis des années, depuis la mort de son mari. Elle m'avait dit que les voyages l'aidaient à continuer, à rester curieuse, à ne pas s'enfermer dans sa tristesse. Je lui avais parlé de mon apprentissage du français, de mes difficultés, de ce moment de honte dans le café. Elle avait ri doucement et elle avait dit quelque chose que je vais probablement porter avec moi pour toujours. Elle avait dit, la honte, c'est le signe qu'on essaie quelque chose qui nous dépasse un peu. Et les choses qui nous dépassent un peu, c'est exactement là qu'on grandit. Cette femme, cette rencontre, cette conversation, elle n'aurait pas existé sans toutes ces heures de pratique imparfaite. Elle n'aurait pas existé si j'avais abandonné après le café. Elle n'aurait pas existé si j'avais décidé que la honte était une vérité sur mes capacités plutôt qu'une information sur ma vulnérabilité du moment. Je veux maintenant parler de la question du temps. Parce que c'est quelque chose qui décourage beaucoup d'apprenants, et je comprends pourquoi. Apprendre une langue prend du temps. Beaucoup de temps. Et dans un monde qui valorise la rapidité, la productivité, les résultats immédiats, accepter de s'engager dans quelque chose qui prend des années, c'est difficile. On veut des résultats maintenant. On veut pouvoir mesurer ses progrès chaque jour. On veut voir la ligne d'arrivée. Mais avec les langues, la ligne d'arrivée n'existe pas vraiment. Ou plutôt, elle est différente pour tout le monde,
et elle change en fonction de ce qu'on veut vraiment. Si l'objectif est de pouvoir avoir une conversation basique lors d'un voyage, on peut y arriver assez vite. Si l'objectif est de comprendre des textes littéraires complexes ou de débattre de philosophie, ça prend beaucoup plus de temps. Et entre ces deux extrêmes, il y a des milliers de niveaux, de nuances, de compétences différentes. La langue est un système vivant, en constant mouvement. Il y aura toujours quelque chose de plus à apprendre. Cette réalité, une fois acceptée, devient libératrice. Je ne cours plus vers une ligne d'arrivée imaginaire. Je marche dans un paysage infini, en découvrant quelque chose de nouveau à chaque tournant. Certains jours je marche vite. Certains jours je marche lentement. Certains jours je m'assois et je regarde le paysage. Mais je continue à avancer. Mon ami, si tu apprends le français ou une autre langue, je veux que tu retiennes quelques éléments de mon histoire. La première chose, c'est que le moment de blanc total, de honte, de paralysie dans une vraie conversation, ce n'est pas la fin. C'est souvent le début de quelque chose. C'est le moment où tu réalises vraiment ce que veut dire apprendre une langue, pas seulement en théorie mais dans la pratique. Et cette réalisation, même si elle est douloureuse, est précieuse. La deuxième chose, c'est que la vraie compétence linguistique se construit dans le monde réel, pas seulement dans des exercices protégés. Les exercices sont utiles, bien sûr. Mais ils ne peuvent pas remplacer les conversations réelles, avec leur imprévisibilité, leur vitesse, leur complexité. Tu dois t'exposer à la vraie langue, régulièrement, même quand c'est inconfortable, et surtout quand c'est inconfortable. La troisième chose, c'est que la honte est une émotion normale, mais elle ne doit pas gouverner tes actions. Reconnais-la, accueille-la, et puis continue quand même, continue à parler même si ta voix tremble. Continue à chercher tes mots même si ça prend du temps, et continue à demander de répéter même si tu as l'impression d'être gênante. La quatrième chose, c'est que tes erreurs ne te définissent pas. Elles définissent où tu en es dans ton apprentissage, à ce moment précis. Demain tu seras un peu plus loin. La semaine prochaine encore un peu plus. Les erreurs d'aujourd'hui sont les compétences de demain. Et la cinquième chose, la plus importante peut-être, c'est que tu mérites de parler cette langue. Peu importe ton accent. Peu importe ton niveau. Peu importe tes erreurs. Tu as choisi d'apprendre quelque chose de difficile et tu mérites de le parler, même imparfaitement, même avec des lacunes. La langue n'appartient pas aux natifs. Elle appartient à ceux qui l'aiment et qui la pratiquent. J'ai encore des mauvais jours avec le français. Des jours où les mots ne viennent pas. Des jours où je comprends moins bien que d'habitude. Des jours où je fais des erreurs que je pensais avoir dépassées depuis longtemps. Ces jours-là, je me rappelle de cette vieille femme et de ses mots. La honte, c'est le signe qu'on essaie quelque chose qui nous dépasse un peu. Et les choses qui nous dépassent un peu, c'est là qu'on grandit. Il y a quelque chose de magnifique dans l'apprentissage d'une langue quand on commence à vraiment le voir. Ce que tu fais quand tu apprends une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots et des règles. Tu construis un pont. Un pont entre toi et des millions de personnes qui parlent cette langue dans le monde. Un pont entre toi et des siècles de littérature, de musique, de cinéma, de pensée.
Un pont entre toi et des parties du monde qui ne t'étaient pas accessibles avant. Chaque conversation difficile est une planche de plus sur ce pont. Chaque erreur surmontée est un clou de plus dans la structure. Chaque moment d'incompréhension traversé avec patience est une corde de plus qui tient le tout ensemble. Et un jour, sans que tu t'en rendes vraiment compte, tu regardes en arrière et tu vois que le pont est là. Il tient et permet le passage. Il est imparfait, il penche peut-être un peu d'un côté, il a des planches inégales, mais il tient. Et des gens passent dessus. Des conversations naissent. Des connexions se créent. Des moments existent qui n'auraient pas existé sans lui. C'est ça, apprendre une langue. C'est construire des ponts. Alors si tu as eu ton moment de café, ton moment de blanc total et de honte profonde, sache que ce moment fait partie du processus. Il fait partie de ton histoire avec cette langue. Et un jour, tu pourras en parler avec quelqu'un d'autre qui traverse la même chose, et tu lui diras ce que cette vieille femme m'a dit, d'une façon ou d'une autre. Et ce quelqu'un continuera, grâce à toi. Je suis encore en train d'apprendre. Je serai probablement toujours en train d'apprendre. Et je commence à trouver de la beauté dans ce fait. Il n'y a pas seulement une destination, il y a surtout le voyage. Et le voyage, avec toutes ses difficultés, ces moments de honte et ces moments de grâce, vaut vraiment la peine d'être fait. Merci d'être là, mon ami, et bonne continuation dans ta propre aventure linguistique, où qu'elle te mène.